J'ai mis beaucoup de temps à me mettre en colère et à assumer cette émotion. Je pense que ça m'a pris des années et quand j'ai commencé à comprendre que j'avais cette émotion en moi et qu'elle n'était pas si inintéressante ou si délétère, mais qu'elle pouvait au contraire être un moteur pour lutter contre des frustrations, parfois de la tristesse, des questionnements, que c'était un moteur vital, une énergie créatrice, alors je me suis dit qu'il fallait absolument enquêter sur la colère en général, celle des autres, et montrer ce potentiel énergique. Pourquoi cette émotion, tout de même noble et indispensable, est ainsi discréditée, méprisée, rejetée? Elle l'est aussi bien dans la philosophie, dans les religions, mais aussi finalement dans notre espace médiatique et social. Elle cause beaucoup d'embarras quand on la voit affichée dans toute sa pureté et parfois son agressivité à la télévision, dans la rue ou dans une scène intime. Un ami qui se mettrait en colère fait immédiatement peur, mais mal à l'aise. Je me suis demandé pourquoi. Et c'est vrai que j'ai mené l'enquête aux racines de la philosophie occidentale, dans le rationalisme porté par Socrate, Platon ou encore les stoïciens. Et pour eux, en effet, la colère est une émotion qui peut avoir parfois sa place, mais qui doit être très solidement tenue, éclairée et cadrée par la raison. Voire chez les stoïciens, et tout de même pour Sénèque notamment, une émotion assez hideuse, effrayante et qui doit tout simplement être neutralisée. Je pense qu'il y a là un discrédit jeté sur le corps, et ça c'est un parti pris idéologique en philosophie, qui considère que tout ce qui vient de la chair ne pense pas. Et puis il peut y avoir un a priori également genré et social. C'est-à-dire que chez les Grecs, y compris chez Socrate ou Platon, ceux qui se mettent en colère, surtout s'ils viennent du peuple, donc d'une classe sociale plutôt ignorante, menée par ses appétits ou ses désirs, n'est pas une colère très intelligente, éclairée ou saine. Alors que la colère d'un sage ou d'un guerrier est un peu plus valorisée. Et je pense qu'il y a là un discrédit de nature sociale, genrée, que j'ai voulu déconstruire et démêler dans le livre. Est-ce que finalement le problème, c'est pas que les dominants, quelque part, qui utilisent leur cerveau peut-être plus que leur corps, ont peur d'être confrontés aux dominés qui se mettraient en colère et qui du coup, avec la force physique, les mettraient en danger? C'est une question intéressante. Je pense qu'en effet, on ne veut pas voir que le corps pense quand il réagit. C'est-à-dire qu'une expression verbale ou physique de colère est tout de même l'expression d'une compréhension. C'est-à-dire que le peuple qui se met en colère, des gens en lutte qui se mettent en colère en criant dans une manifestation et parfois en brutalisant le paysage urbain, sont parfois des gens qui ont pourtant compris quelque chose, compris une injustice, qui la vivent dans leur corps tous les jours, qui ne la supportent plus, qui se sentent opprimés et qui l'expriment par ces gestes. Peut-être qu'en effet l'élite comprend très bien tout cela, mais a peur de ces manifestations physiques de rage, de colère. Et donc jette le discrédit en effet sur ces manifestations gestuelles, physiques de la part de ceux qui luttent. C'est tout à fait possible. Mais peut-être que tout simplement, ils ne ressentent pas dans leur corps l'oppression, la frustration et le désespoir quotidiennement. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que vivent ces corps. Ils ne peuvent simplement que théoriser. Et du point de vue de la raison qui réfléchit et théorise, conceptualise, on peut très bien se contenter de parler, de débattre, plutôt que de s'énerver dans une rue. Ils n'ont pas tort, mais quand on vit la frustration et la souffrance, on n'a pas le temps de se poser pour étudier, lire, verbaliser, articuler, réfléchir. On n'a pas le temps ni la patience et le désespoir peut conduire à mener des actions physiques. Après, vous parlez de colère, mais la colère peut aussi dériver en violence. C'est peut-être aussi pour ça que la colère fait peur. Je pense que la colère fait peur quand elle vient de la part des catégories dominées, parce que la colère est une arme de lutte. C'est quelque chose de finalement très banal qu'on a vu dans des luttes comme pour l'émancipation, les droits civiques, contre la ségrégation raciale, le droit des femmes. La colère est une émotion, un affect, une arme politique pour renverser un rapport de force, pour dire non, pour résister, pour ne pas se contenter de subir en silence. Et donc c'est une arme qui fait peur à ceux et à celles qui
bénéficient de privilèges, bénéficient d'un ordre dominant qui leur convient, voire qui les enrichit, les nourrit. C'est une arme qui fait peur à ces gens-là. Et donc, tout naturellement, ils cherchent à jeter le discrédit sur cette émotion pour dire qu'elle est irrationnelle, irréfléchie, que les gens qui sont en colère vont forcément dérailler et ne comprennent pas les intérêts de la nation, du bien commun. Et ça, je pense que ce sont des stratégies de discrédit complètement illégitimes et injustifiées contre lesquelles il faut lutter. Et je dis que oui, il faut savoir entendre le premier palier qui est la colère. La colère est, et ça on le dit aussi en neurobiologie, une expression qui vise à réguler les rapports sociaux. Quand on se met en colère, on manifeste à l'autre qu'il va trop loin, qu'il abuse d'une situation ou de son pouvoir, et on cherche à remettre de la distance, à réguler les rapports. La colère est un régulateur dans les relations intimes et sociales. Il faut absolument savoir l'entendre, le recevoir, en faire quelque chose pour éviter que le désespoir ne mène alors à des paliers plus violents qui seront nuisibles à tous et à toutes. Mais vous n'avez pas l'impression, aujourd'hui en France en tout cas, qu'en permanence, les gens expriment une colère tous les jours, et que en fait, quand on est extérieur à cette colère, quand on la constate et qu'on la vit, c'est pesant. Oui. Effectivement, je pense que les gens sont de plus en plus, pas simplement en colère, mais dans la peur, dans la frustration, dans une forme de tristesse aussi, et que la colère est parfois un moyen de ne pas s'effondrer complètement et de lutter. Il y a différents types de colère qui sont en train de se jouer en ce moment. C'est très compliqué d'avoir un discours visant à les lisser, à les prendre d'un même tenant. Mais il faut prendre conscience que certaines personnes essayent de lutter contre leur tristesse et leur désespoir. Je pense par exemple à beaucoup de gilets jaunes dont maintenant on a des documents, des archives et des témoignages, qui étaient des gens qui cherchaient à lutter contre cette tristesse, cette précarité, cette frustration, et qui cherchaient à renouer du lien, des liens solidaires, des liens de joie sur les ronds-points, et qui utilisaient la colère comme une arme non pas de destruction et de chaos, mais de lutte, de revendication articulée, de joie. Et à ce moment-là, on peut comprendre qu'ils utilisent ce médium, ce vecteur, plutôt que le silence, l'inertie, la passivité.